Ben, ce que vous ferez, mademoiselle, c'est que la prochaine fois, vous ferez attention à ce que vous mettez dans votre culotte. Salut, moi c'est Louise. J'ai 30 ans. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai 19 ans. Je fais mes études à Rennes, qui est une ville très étudiante et très festive. Je fais beaucoup la fête. Je consomme beaucoup d'alcool, uniquement en soirée, mais en quantité. Sur la fin de ma dernière année à Rennes, on part en festival avec des copines, donc on fait une pré-soirée comme on faisait habituellement. On arrive sur le festival et on va directement devant le concert. C'était Feder qui passait, donc c'était un assez gros truc et c'était très cool. Et en fait, j'étais dans la fosse en train de profiter du son et je commence à danser avec un mec, rien de spécial. À un moment donné, on s'embrasse et en fait, dans les quelques secondes qui suivent, directement, il met sa main dans mon sous-vêtement. Il n'y a pas eu de pénétration, mais il y a eu directement attouchement. J'ai un moment où je freeze, je bug et en fait, mon réflexe à ce moment-là, c'est de me barrer. Me barrer directement, je fuis. Je suis un peu sous le choc. Donc je prends un moment en fait où je m'éloigne, je me pose par terre et j'essaye d'appeler du monde parce qu'à ce moment-là mes potes sont introuvables. Il y a une personne qui me répond à un moment donné. J'en appelle 5 ou 6 mais c'est la septième qui décroche. Et il s'avère que c'était une copine en commun des filles avec qui j'étais au festival, donc du coup elle me dit bah là il faut que tu retrouves tout le monde, etc. Et donc directement ce que je fais c'est que je vais voir un vigile et je lui explique ce qui s'est passé. À ce moment-là, on a une copine qui arrive, qui elle était bénévole sur le festival. On lui explique, elle m'a dit mais j'ai vu le gars qui était avec toi, donc on va le retrouver, y a pas de souci, etc. Je me repère un peu dans le festival, je pars. Parce qu'en fait on dit avec mes potes qu'on se retrouve à la sortie du festival pour pouvoir me ramener, etc. Évidemment, je suis complètement redescendue de l'alcool parce que là, le choc fait que j'ai des saoulées instantes. Je m'assois par terre devant le festoche et c'est le moment où je me mets à pleurer, où la pression redescend et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et il y a un mec qui vient s'asseoir à côté de moi, qui me dit ah bah qu'est-ce qui t'arrive t'as pas l'air bien. Je dis non, effectivement ça va pas, j'attends mes potes. Et là il commence à essayer de me toucher partout, la poitrine, les fesses et tout. Donc je me dis putain c'est pas vrai, vraiment je n'ai aucun répit. Et à ce moment-là il y a un groupe de filles que je connaissais pas du tout qui me voit et qui vient me voir et qui me fait le fameux ah salut ça va, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens et tout, nan nan. Et donc elle réussit à faire partir le mec. Mes potes arrivent quelques minutes après, en tout cas ces filles-là restent avec moi le temps qu'ils arrivent pour me raccompagner. Ce qui se passe, c'est que, entre-temps, on a des news de la copine qui est bénévole. Elle me dit c'est bon, on l'a retrouvé. Il était en train de menacer des gens avec une hache au festival. Donc là, je suis encore un peu perdue et tout, mais j'accuse. Je note le truc dans ma tête quand même. En fait, le mec était juste au milieu d'un cercle de gens en train de pointer sa hache sur les gens qui étaient autour de lui, qui essayaient de le calmer, etc. Ça a été un moment assez particulier. Moi, je suis rentrée, je me suis fait raccompagner et je dormais chez une copine à ce moment-là. Et en arrivant, en fait, je me dis, bah, faut que j'appelle la police. J'ai été agressée, il faut que j'appelle la police. Mais ça s'est passé, je le dis parce que c'est important, ça s'est passé il y a une dizaine d'années, donc on n'avait pas encore le mouvement MeToo, etc., donc la parole des victimes. Moi, je savais que c'était, avec de grosses guillemets, qu'un attouchement, que j'étais alcoolisée, que j'avais dansé avec le mec, embrassé le mec avant, et que du coup, les notions de consentement à cette époque n'étaient pas aussi entendues qu'elles le sont maintenant. Donc je me disais, ben, je vais porter plainte, ils vont juste me dire que j'ai bu, et voilà quoi. Donc j'appelle la police, et forcément, je suis sous le choc en fait de ce qui s'est passé, d'apprendre que le mec avait une hache. Et donc je suis hyper confuse. Je raconte ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez porter plainte? Non. Bah, parce qu'en fait, juste j'ai peur. Et je sais pas comment ça se passe. Et il est 5h30 du matin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'appel, la policière que j'ai au téléphone me dit je suis sous le choc, je suis en colère, je suis blessée, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, mon père est policier. À la retraite maintenant, mais il a fait une grosse partie de sa carrière de nuit. Donc les agressions, ce genre de choses, enfin c'est vraiment, ça a été malheureusement pour lui son quotidien.
notamment l'accueil des victimes. Et en fait, je l'appelle et je lui explique ce qui s'est passé. Et il me dit, bah, c'est simple, là, tu vas porter plainte. Parce que pareil, j'hésitais, en fait, je lui parle de mon hésitation à porter plainte et il me dit, bah, tu vas y aller. Et je dis, ouais, mais en fait, je sais pas. Il me dit, mais tu sais pas, mais si c'était une de tes copines qui te disait ça, tu lui dirais quoi? Si c'était une de tes sœurs, parce qu'il sait, en fait, moi, mes sœurs, c'est le centre de mon monde. Imagine si il agresse quelqu'un d'autre ou s'il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre, ce sera pas ta faute, mais tu t'en voudras quand même toujours de pas avoir fait ce qu'il fallait. Donc le lendemain matin, je prends mon courage à deux mains, je vais au commissariat de Rennes du coup, et je suis reçue par une femme très sympa, très accueillante, à l'opposé total de celle que j'avais eue au téléphone dans la nuit. Je suis quand même stressée parce qu'en fait, j'ai totalement oublié la tête du mec avec qui j'étais la veille. Et en fait, le premier truc qui m'interpelle, c'est que elle fait un vice de procédure dans le sens où au lieu de me montrer plusieurs photos, de me demander d'identifier le gars en question, elle me montre une photo et elle me dit c'est bien lui. Et il s'avère que du coup, bah là pour le coup, je le reconnais et c'est lui. Et elle me dit de toute façon, on le garde parce que il a été trouvé avec un marteau sur le festival. Je dis c'est pas un marteau, madame, c'est une hache, mais ok. Et en fait, elle recueille ma plainte vraiment très objectivement. Pas de réaction par rapport à l'alcool, etc. Enfin voilà, vraiment nickel. Donc ça me réconcilie en fait avec par rapport à l'appel que j'avais eu la veille. Et en partant, euh, dans l'embrasure de la porte, quand elle me libère, elle me dit bon bah voilà, on vous tient informé pour la suite et vous direz à votre père qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Et là, je tique un peu, mais je pars. Et du coup, ça se met en place dans ma tête, en fait, le fait que j'ai été reçue comme une victime proprement. Je l'ai su après, c'est que mon père a appelé le commissariat. En plus, il était gradé. Il a appelé le commissariat en leur expliquant que c'est pas comme ça qu'on reçoit une victime qui appelle à 5h du mat parce qu'elle a subi une agression sexuelle. Il a demandé à parler directement à la nana qui m'avait eu au téléphone, etc. Donc, ben, saoulé, en fait. Enfin, c'était bien qu'ils aient reçu ma plainte proprement, mais c'est uniquement. Pour moi, du coup, c'est uniquement du fait de l'appel de mon père. Donc, si j'avais été une personne lambda avec un père qui n'était pas policier, ça se serait sûrement passé autrement. Et la suite de cette affaire, c'est en fait que ils m'ont proposé une confrontation que j'ai refusée, évidemment, parce que j'étais vraiment pas en mesure de me retrouver face à ce mec. Surtout avec en fait le questionnement de qu'est-ce qui s'était passé si je l'avais suivi, puisqu'il a quand même trouvé une hache. Est-ce que c'était la sienne, est-ce qu'il l'avait trouvée, on sait pas, mais qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais isolée avec lui? Enfin, clairement, ce cheminement-là, il est anxiogène et terrifiant. Donc la confrontation, c'était hors de question. Et du coup, il n'y a jamais eu de suite. Ils m'ont même jamais informé. Ils m'ont dit, bah, si vous refusez la confrontation, ça risque de classer le dossier et tout. J'ai dit, bah, ok, bah, c'est comme ça. Voilà, et puis après, il est ressorti le lendemain. Et moi, j'ai passé quelques jours à Rennes avant de rentrer définitivement chez mes parents. Parce que l'angoisse de le croiser était trop forte. Et voilà, et ce qui a été compliqué après, tu vois, c'était il y a 10 ans. Et ça fait seulement quelques mois que je me reconnais en tant que victime. Parce que justement, l'alcool, le fait de l'avoir embrassé, d'avoir dansé avec lui, c'est pas du tout que je l'avais mérité, mais c'était induit pour lui. Et du coup, ben, c'était. Moi, j'étais pas une vraie victime jusqu'à il y a peu de temps. J'étais pas une vraie victime, mais j'en ai quand même eu toutes les manifestations. En fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que ça a vraiment marqué en fait la fin de mon insouciance. C'est-à-dire que avant d'arriver à Rennes, j'étais pas quelqu'un qui faisait énormément la fête. Je buvais peu en soirée, j'étais toujours sérieuse, etc. Et en fait, à Rennes, je me suis vraiment libérée sur ce plan-là. Et du coup, consommation d'alcool, insouciance, être avec les copains, etc., rigoler, etc., même avec ou sans alcool, hein. Mais du coup, forcément, quand on faisait la fête, c'était plus alcoolisé. Et en fait, ce soir-là a marqué la fin de tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait beaucoup moins la fête. J'étais en hyper-vigilance constante. Les lieux avec trop de monde, trop de bruit, rester dans un bar trop longtemps, impossible. Aller en boîte de nuit, impossible.
Il m'a fallu vraiment du temps pour processer tout ça. J'ai dormi avec la lumière allumée pendant vraiment très 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 longtemps parce que je faisais des paralysies du sommeil où en fait il se tenait dans le coin de ma chambre au bout de mon lit. Et en fait, ce qui a... Donc j'ai vu une psy quand même pour ça, mais récemment. C'est ce qui m'a aidé à switcher sur mon statut de victime. Parce qu'avant, j'ai travaillé plein d'autres trucs, mais j'en voyais pas l'intérêt parce que je me sentais coupable en fait et responsable de ce qui était arrivé. Et en fait, ce qui m'a aidé, sauvé, permis de dormir la nuit sans lumière allumée, c'est à partir du moment où j'ai rencontré mon copain qui est devenu mon mari et le père de mon fils, où je me suis de nouveau sentie en sécurité et du coup j'ai pu refaire les choses que je faisais avant avec lui, sortir, aller dans un bar, me promener dehors la nuit, je sais pas si on sort d'un resto ou quoi, et juste faire des nuits sans lumière allumée, d'une traite, sans paralysie de sommeil, sans réveil nocturne. Ça a été vraiment le switch qui m'a permis de sortir un peu de tout ça, et puis après d'en discuter énormément autour de moi, le fait de grandir aussi, la parole qui se libère dans mes cercles d'amis proches et autour de moi. Évidemment, la parole qui se libère partout sur les réseaux sociaux, ça m'a aidé carrément à être ok avec cette posture de victime. À être ok, enfin à me dire que oui, j'ai été victime, j'ai pas cherché, j'ai rien demandé. Et en fait, il y a un truc qui me reste quand même, c'est ce qui est assez fou, c'est que moi, du coup, j'ai toujours été éduquée dans une parole libérée avec mes parents. La preuve, c'est que la première chose que je fais quand je subis une agression sexuelle, c'est que j'appelle mon père. C'est quand même pas anodin. Et du coup, j'étais au fait des notions de poser des limites, de savoir dire stop, dire non, etc. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a sauvée, clairement. C'est ça qui fait que je fuis, c'est que je sais que c'est pas ok pour moi, je m'en vais. Mes parents, par exemple, ils m'ont toujours dit, s'il y a une soirée, tu te sens pas bien, en insécurité, etc., tu nous appelles, on vient te chercher. Tu te sens mal, tu nous appelles, on vient te chercher. Et je pense que c'est cette sécurité-là qui a fait que j'ai eu la bonne réaction, entre guillemets, de partir. De direct me diriger vers les vigiles quasiment après le petit temps pour percuter. Vigiles qui ont d'ailleurs été au top, vraiment, là pour le coup, accueil des victimes au top. Ils auraient peut-être dû faire des petits séminaires au commissariat, mais mon direct rassuré, eu des mots vraiment doux, aucune culpabilisation, rien du tout. C'était vraiment. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me pose encore très régulièrement la question de qu'est-ce qui m'était arrivé si je l'avais suivi et est-ce que j'aurais été blessée, est-ce qu'il m'aurait tuée. Je me pose vraiment cette question. Je remercie mais tellement fort mes parents pour cette éducation et m'avoir laissé toujours cette liberté de m'exprimer et du coup cette force intérieure de partir quand c'est pas bon pour moi et quand je me sens pas en sécurité. C'est ce qui vraiment cet instinct de survie qui m'a permis, je pense, d'éviter des choses avec des conséquences bien plus terribles, même si l'agression sexuelle en elle-même était allée plus loin. Enfin voilà, il y a plein de choses qui auraient pu en découler. Et là, du coup, ça fait très peu de temps que je recommence à pouvoir sortir. Après, entre-temps, je suis devenue maman, donc ça complique aussi, mais cette hypervigilance, elle est jamais vraiment redescendue. J'ai essayé de la travailler, mais c'est très compliqué. Et, euh, et me retrouver dans des lieux avec plein de monde, beaucoup de bruit, etc., ça reste quand même compliqué. C'est quelque chose qui a toujours été chez moi, mais qui est aggravé énormément depuis l'agression. Et ça, je pense que malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais toujours jusqu'à maintenant. Je l'ai travaillé en thérapie, mais j'ai pas réussi à baisser ce seuil d'hypervigilance et d'anxiété qu'on me fasse du mal ou qu'il m'arrive quelque chose, en tout cas n'importe quand. Donc ouais, vraiment, s'il y avait une chose que je devais retenir de ce qui s'est passé, c'est l'instinct de survie et de l'importance de continuer de libérer la parole sur tout ça, sur ce qui n'est pas ok pour toi, tu as le droit d'en partir. Il faut que tu en partes, d'ailleurs. Ça peut vraiment tout changer. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager ça parce que je trouve que c'est toujours pareil important de continuer à libérer la parole et de faire des partages d'expériences
avec des backgrounds différents, des éducations différentes et je suis ravie de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice.